Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, manifestation à Lomé au Togo. À quelques mois de l'élection présidentielle, l'opposition exige la modification de la Constitution qui pour l'heure ne limite pas les mandats présidentiels. Ouverture du premier forum économique francophone à Dakar. En 2 jours, des centaines de décideurs politiques et économiques vont débattre du dynamisme des échanges dans l'espace francophone. Lancement en Guinée équatoriale ce dimanche de la 9e édition de la Coupe de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En match d'ouverture, la Guinée équatoriale a emporté 4-0 face à la Centrafrique. À quelques mois de l'élection présidentielle togolaise, la révision de la Constitution est au cœur du débat politique. Conformément à la loi fondamentale de 1992, le mandat du chef de l'État est renouvelable indéfiniment. Lors d'un récent voyage au Ghana, le président togolais Faure Gnassingbé a déclaré que la Constitution serait rigoureusement respectée. L'opposition et la société civile ont réagi en organisant une manifestation ce vendredi à Lomé. Ils exigent des réformes constitutionnelles avant la présidentielle. Les développements d'Ibrahim Ndiaye. Manifestation à Lomé pour des réformes constitutionnelles. Le bras de fer entre la majorité présidentielle et l'opposition se poursuit au Togo. L'opposition réclame une modification de la Constitution afin de limiter le nombre de mandats présidentiels. Mais le président Faure Gnassingbé campe sur sa position. Il souhaite maintenir le texte en l'état. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a un principe qui ne varie pas. C'est celui du respect des dispositions constitutionnelles de la Constitution en vigueur. Naturellement, l'opposition ou les partis politiques peuvent avoir une opinion sur telle ou telle chose. Mais je crois que ce vers quoi nous devons tous tendre, c'est la stabilité, surtout le respect des dispositions constitutionnelles. Une position qui a poussé l'opposition et la société civile à descendre dans la rue pour demander au gouvernement de définir une limite du nombre de mandats présidentiels. C'est un signal qu'on envoie au pouvoir en place. Ils doivent comprendre que ce qui s'est passé au Burkina peut se passer au Togo également. C'est pour cela qu'il vaut mieux que le pouvoir s'organise pour que les choses se fassent de la meilleure manière, à l'amiable, dans la sérénité. Les analystes, les responsables politiques, toutes tendances confondues, doivent trouver un consensus afin d'éviter une crise majeure. C'est des réformes qui doivent amener la société togolaise à poser une fois pour de bon les bases de l'état de droit. De sorte que si demain, eux, ils venaient à perdre le pouvoir, qu'au-delà des tentations que l'opposition arrivée au pouvoir peut avoir de les réprimer ou de faire la chasse aux sorcières, qu'ils puissent se réfugier derrière des institutions véritablement démocratiques. À mon avis, le pouvoir ne comprend pas ça. Le pouvoir a l'impression que jamais la roue de l'histoire ne va pas tourner. Or, quand vous visitez l'histoire d'un certain nombre de pays, la Tunisie, l'Égypte, le Burkina Faso récemment, on voit clairement que, alors qu'on ne s'y attendait pas, l'histoire peut tourner à un autre niveau. Les élections présidentielles et locales sont prévues en mars 2015. La Constitution ne prévoit pas une limitation de mandat, ce qui permettrait au président Faure Gnassingbé de briguer un 3e quinquennat. La Centrafrique célèbre ce 1er décembre l'anniversaire de son indépendance. Pour ce 56e anniversaire, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a adressé un discours à la nation. Au regard du contexte politique difficile dans le pays, elle n'a pas souhaité organiser de célébration fastueuse. Marie-Reine Hassen, candidate à la présidentielle de 2015, avance ses idées pour sortir la Centrafrique de la crise. Dans un pays, peu importe le chef de l'État qui va passer, peu importe qu'il soit compétent ou pas, à partir du moment où les institutions sont solides, eh bien, on n'a pas à craindre de tsunami comme nous l'avons vécu en République centrafricaine. Donc, remettre en place les institutions, et pour ça, il faut les compétences. Et quand je dis les institutions, c'est-à-dire la justice, en Centrafrique, c'est l'impunité totale qui nous a également conduit dans cette situation. Donc, il faut des réformes profondes dans tous les domaines, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la sécurité, de manière globale, l'armée nationale, la gendarmerie, la police, il faut une réforme profonde de tout cela. Il faut remettre notre armée sur pied parce que dans l'armée nationale, nous avons des officiers qui ont été réellement bien formés.
Le Nigeria, une nouvelle fois la cible d'attaques terroristes ce lundi. Un double attentat a été perpétré sur le marché de la ville de Maïdougouri. On dénombre au moins 10 victimes. Le matin même, des hommes armés ont pris d'assaut la ville de Damaturu. Les regards se tournent vers Boko Haram. Leurs attaques sont devenues quasi quotidiennes à moins de 3 mois de l'élection présidentielle à laquelle le chef de l'État, Goodluck Jonathan, se représente. Plus de précisions avec Ibrahim Ndiaye. Pas un jour sans une attaque du groupe islamiste terroriste Boko Haram. Les attentats ne se concentrent plus uniquement sur le Nigeria. Le groupe terroriste projette de s'attaquer aux pays voisins, notamment le Cameroun. Après l'attaque de la mosquée de Kano ce vendredi 28 novembre qui a fait au moins 120 victimes, la nébuleuse a de nouveau frappé dans la ville de Damaturu ce lundi 1er décembre. Une série d'attaques destinées à déstabiliser l'organisation du scrutin présidentiel prévu en février 2015. Au-delà des ambitions idéologiques de Boko Haram, cette nébuleuse a aussi des ambitions politiques très affirmées. À la veille des élections présidentielles au Nigeria, cette multiplication d'attentats est la démonstration que Boko Haram veut déstabiliser politiquement le président actuel qui se porte candidat à sa propre succession en février 2015. Donc, sur ce plan, on peut bien voir que Boko Haram ne compte pas baisser le ton ni la manœuvre militaire qu'il a mise en place depuis plusieurs années maintenant. Pour les experts, la bataille de l'information serait capitale pour remporter le combat contre la secte islamiste, mais pas seulement, car il faudrait également harmoniser les stratégies de défense de la sous-région. Pour arriver à mettre à bout Boko Haram, il faut absolument une coordination régionale. Il est dommage de constater que depuis les initiatives et les décisions qui ont été prises au mois de septembre-octobre 2014 pour mettre en mouvement les forces régionales pour que celles-ci puissent se doter d'une force multinationale de 700 soldats, cette décision est quasiment restée lettre morte. On a peut-être pu constater entre-temps l'organisation des séminaires des officiers supérieurs, des officiers généraux des armées des différents pays de la commission du bassin du lac Tchad. Mais sur le plan matériel, on n'observe pas sur le terrain cette capacité de mutualiser les efforts des différents pays. Le plan d'action adopté le 17 mai 2014 lors du sommet en France pour la sécurité s'inscrit dans la logique du sommet de la commission du bassin du lac Tchad de 2012, des rencontres qui semblent pour l'heure ne pas encore avoir réussi à porter leurs fruits. En 5 ans d'existence, le groupe islamiste Boko Haram a causé la mort de plus de 10 000 personnes au Nigeria. Faire des jeunes les acteurs du développement, déclaration du président tchadien Idriss Déby Itno à l'ouverture du 15e sommet de la francophonie ce week-end au Sénégal. Le chef de l'État tchadien a affirmé sa volonté de faire de la jeunesse une priorité tout au long de son quinquennat. Les développements de Marina Vanier. Faire de la jeunesse un moteur de développement au Tchad. Lors de son discours à l'ouverture du 15e sommet de la francophonie, le président tchadien Idriss Déby Itno a réaffirmé cette priorité de son mandat. Ce samedi à Dakar, le président a déclaré sa ferme intention de garantir un avenir meilleur à la jeunesse tchadienne. L'Afrique a la population la plus jeune au monde. En 2012, la population du continent comptait plus de 200 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans. Un chiffre qui devrait doubler d'ici à 2045. Au Tchad, la jeunesse constitue une force non négligeable dans le processus de développement économique et social. Nous avons toujours eu un intérêt constant pour son éducation, son organisation et sa promotion. C'est pour lui permettre de jouer pleinement son rôle que je lui ai accordé une place de choix dans mon quinquennat en cours, au même titre que la femme. Le président Idriss Déby a évoqué une série de mesures déjà mises en place au Tchad, notamment un Conseil national de la jeunesse et des organismes de financement par l'octroi de microcrédits. Cette volonté s'est traduite en actions concrètes, tangibles et visibles, en faveur de la jeunesse, notamment la mise en place d'un véritable dispositif institutionnel, juridique, structurel, infrastructurel et de formation pour assurer son plein épanouissement. Ces actions sont appuyées par le financement des microcrédits et projets en faveur des jeunes.
Il s'agit du Fonds national d'appui à la jeunesse, du Fonds national d'appui à la jeunesse concourt à l'émergence et à la promotion de la jeunesse. Cette année, le thème choisi par l'OIF était « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement ». Thème d'actualité pour le continent africain où l'entrepreneuriat est vu comme un moyen de lutte contre le chômage des jeunes diplômés. Le Tchad célébrait ce lundi la fête de la démocratie. Hassan Sila Bakari, le ministre de la Communication tchadien, nous explique la symbolique de cette journée. La fête de la liberté et de la démocratie est une fête qui marque la fin de la dictature au Tchad. Pour nous, en fait, tchadiens, un moment historique où le vent de la démocratie a soufflé dans notre pays. Un moment où tous les Tchadiens commémorent en pensant aux martyrs et aux victimes de la dictature. Aujourd'hui, pour nous, la 24e édition est placée sous le signe de paix et de développement. Et comme vous le savez, le Tchad est un pays qui est entouré par des foyers de tension. C'est le seul pays qui aujourd'hui vit en paix. Donc on a voulu placer cette fête sous le signe de la paix. C'est un moment de joie, un moment de partage d'émotions, un moment également de rupture avec tout ce qui a comme forme de dictature. Et pour nous, Tchadiens, chaque fois que cela arrive, cela nous rappelle que notre pays a vécu des affres de la guerre et que nous ne devons pas remettre les acquis démocratiques en cause. Après le 15e sommet de la francophonie, ce week-end, Dakar accueille depuis ce lundi le premier forum économique de la francophonie. Cette rencontre de 2 jours réunit des centaines de décideurs politiques et économiques venant des 5 continents. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadj Ndiaye. Le premier forum économique de la francophonie s'est ouvert ce lundi à Dakar. Objectif, impulser une action collective autour du potentiel économique que représente la francophonie avec ses 720 millions d'habitants et ses 7 milliards 200 millions de dollars de PIB générés par 57 États membres répartis sur 5 continents. Au vu de l'importance du poids économique que représentent les pays membres sur la balance mondiale, il est nécessaire d'adopter une stratégie commune pour la promotion des échanges commerciaux. À mon sens, dans un monde ouvert et globalisé, l'avenir de la francophonie ne peut se résumer aux problématiques de la langue, de la diversité culturelle et de la vie politique et institutionnelle. Il se jouera cet avenir aussi de manière décisive sur le terrain de l'économie. Le président Macky Sall a par ailleurs souhaité qu'une attention particulière soit accordée aux PME, petites et moyennes entreprises principales pourvoyeuses d'emplois. Pour ce faire, il est impératif de réformer la législation en vigueur. J'insiste également sur un point que le président Macky Sall a évoqué dans son discours. L'environnement juridique des affaires est essentiel pour la réussite. D'abord, dans tous nos pays, nous devons être des États de droit avec des tribunaux, des juridictions, une magistrature compétente qui puisse faire face. Mais surtout, nous avons la chance, nous, en Afrique, d'avoir l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Personnalités politiques et économiques débattront pendant 2 jours sur les moyens à mettre en œuvre pour optimiser et encourager les échanges entre les États membres de l'OIF. Ce premier forum économique de la francophonie consacrera également une place de choix aux médias francophones autour de débats sur le numérique et les opportunités qu'ils pourraient représenter. En Guinée équatoriale, lancement à Bata ce dimanche de la 9e édition de la Coupe de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'équipe équato-guinéenne a affiché d'emblée ses ambitions en s'imposant 4-0 face à la Centrafrique en match d'ouverture. Le résumé de la rencontre avec notre correspondant Policarpo Edoumassa. Victoire écrasante de la Guinée équatoriale devant la Centrafrique en match d'ouverture de la Coupe de la CEMAC. La sélection équato-guinéenne de football a empoché les 3 premiers points de la 9e édition de la compétition en battant les Fauves de la République centrafricaine de 4-0. Les hommes d'Anthony Goïcoechea, certainement poussés par un public de plus de 30 000 spectateurs, ont ouvert la marque avec une frappe de Mike Ndong. Puis viendra le tour de Juvenal Adjogé de doubler la marque. L'avant-centre équato-guinéen Francisco Hondo viendra à son tour signer un 3e but. Robin Obama signera le 4e but équato-guinéen à 15 minutes de la fin du match. Score final,
4-0. Un match qui donne aux Alang une marge de manœuvre conséquente pour affronter les Lions indomptables du Cameroun. Nous avons fait un bon match. Nous n'avons pas encaissé de but et c'est ce qui est important dans n'importe quelle compétition. Nous avons mieux joué, nous sommes vainqueurs et donc satisfaits. Le plus important maintenant, c'est la partie contre le Cameroun, qui est une bonne équipe avec un bon championnat. Les Centrafricains ont multiplié en 20 les attaques en fin de partie. Une insuffisance qui s'explique selon eux par le manque de préparation. Il y a eu un stress qui a joué un peu sur nos gars. Bon, je crois que c'est ça qui a joué un peu. On n'a pas livré, on n'a pas présenté notre football d'habituel. Nous avons déjà perdu 4-0, on va essayer de rectifier tout ce qui n'a pas marché aujourd'hui. La Guinée équatoriale affiche d'emblée ses éditions et veut mieux faire qu'à la 8e édition au Gabon où elle avait été éliminée. Le Zalang national devra rééditer l'espoir de ce dimanche face aux Lions indomptables du Cameroun lors du tour suivant prévu pour le 6 décembre prochain afin de s'assurer une place pour les demi-finales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.